Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui décrypte chaque semaine l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, directrice du programme Amérique à l'IFRI. Je suis Thomas Gagnère de TTSO et cette semaine, c'est moi qui ai le plaisir d'animer l'émission. Bonjour Laurence. Bonjour Thomas. C'est un petit événement auquel nous avons assisté dimanche, puisqu'après 16 années au pouvoir, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a perdu les élections législatives et salué la victoire de son adversaire Peter Magyar. Laurence, on a beaucoup commenté le fait que dans la semaine précédant le scrutin, le vice-président américain J.D. Vance était allé soutenir Orban sur place et que Donald Trump lui-même s'était exprimé par téléphone lors d'un de ses meetings de campagne. Mais finalement, ces interventions n'ont pas empêché la défaite d'Orban. Je voudrais donc qu'on se demande ensemble aujourd'hui dans quelle mesure cet échec d'Orban rejaillit sur Trump et son vice-président, et plus largement qu'on se demande quelles sont les conséquences de cette alternance politique en Hongrie et sur le Trumpisme. Oui, est-ce que l'élan du Trumpisme tel qu'il se déploie en Europe va être brisé ? Ce qu'on peut dire pour commencer, Thomas, c'est qu'il y a des liens forts et anciens entre la Hongrie du Fidesz, donc le parti de Viktor Orban, et le mouvement MAGA aux États-Unis. À commencer très concrètement par des rencontres qui ont eu lieu à plusieurs reprises entre Trump et Orban ces dernières années. Orban est allé aux États-Unis donc rencontrer le président pendant le premier mandat, c'était en 2019, pendant le second mandat, c'était en novembre 2025, donc très récemment. Et entre les deux, lorsque c'était Biden qui était président, Viktor Orban s'est aussi rendu aux États-Unis. Et cette fois-là, il n'avait même pas demandé à rencontrer qui que ce soit à la Maison-Blanche démocrate. Il avait été directement à Mar-a-Lago où il avait été reçu en grande pompe par Donald Trump, qui était alors candidat à sa réélection, c'était en juillet 2024. Et à chaque fois, ces rencontres ont été instrumentalisées. La toute dernière, en novembre 2025, Orban a quand même obtenu du président Trump une dérogation pour son pays aux sanctions américaines liées au pétrole russe. La Hongrie pouvait donc continuer à en acheter au même prix. Et la fois d'avant, en 2024, Trump s'était donné des airs de chef d'État en recevant Orban et avait même humilié la Maison-Blanche, qui ne le recevait pas. Oui, enfin Laurence, la Hongrie, ça reste un tout petit pays d'Europe centrale de quelques millions d'habitants. Pourquoi est-ce que Trump bénéficie d'une visite d'Orban et qu'est-ce qu'il pouvait en retirer à l'époque ? Eh bien, si Trump pouvait retirer du prestige d'une rencontre avec Orban à l'époque, c'est parce que, sous la direction de ce dernier, donc pendant 16 ans, la Hongrie était devenue un lieu d'expérimentation de ce qu'on appelle la démocratie illibérale, et donc une mecque absolue pour les Trumpistes. Les liens entre Fidesz et MAGA sont avant tout idéologiques. Mais avant qu'on aille plus loin, Laurence, est-ce que vous pourriez nous donner une définition claire de l'illibéralisme ? Oui, je crois que c'est le moment de le faire. Alors, je vais vous citer Marlène Laruelle, qui est une professeure française qui est à l'université George Washington à Washington. Elle dirige un programme d'études sur l'illibéralisme. Donc, ça tombe bien. Voilà ce qu'elle dit. L'illibéralisme, c'est un univers idéologique de droite qui estime que le libéralisme traditionnel, c'est-à-dire ce projet politique qui est centré sur la liberté individuelle et le respect des droits de l'homme, eh bien, ce projet est allé trop loin. Les illibéraux mettent en avant un certain nombre de positions politiques. Alors, je vous les cite. D'abord, le souverainisme, allié avec un nationalisme, la nation étant définie de manière très homogène d'un point de vue ethnique. Il y a aussi un projet sociétal traditionnel, voire réactionnaire, et c'est très important parce que là, c'est vraiment un élément central du populisme, la défense de la majorité contre les minorités dans la société politique du pays. Les illibéraux, notamment les Hongrois du Fidesz, ont 3 ennemis principaux. Le premier, c'est le wokisme. Le deuxième, c'est l'immigration. Et le troisième, qui est vraiment très important, c'est l'Union européenne, qu'il faut essayer d'affaiblir de l'intérieur par tous les moyens. Ok pour la définition, mais est-ce que Orban lui-même revendique explicitement ce projet illibéral ? Oui, il le revendique totalement. Il y a notamment un discours de 2014 où il expose son projet politique illibéral. Et ce qu'il faut préciser, ce que c'est extrêmement central, c'est que Orban a ajouté à ce projet illibéral par la suite un aspect religieux, chrétien, tout à fait essentiel. Et donc quel rapport avec les MAGA, Laurence ? C'est que ce projet illibéral et religieux défini par Orban, il entre en résonance avec le projet que veulent appliquer les idéologues du Trumpisme, surtout dans le second mandat de Trump, et qui est détaillé, on en a parlé tellement souvent, dans ce fameux projet 2025, Project 2025,
que la Heritage Foundation avait proposé à Trump. En février 2026, là, tout récemment, lors d'une conférence de presse avec Viktor Orban, justement, le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait déclaré: le président Trump est pleinement engagé dans votre réussite, donc il s'adresse à l'ex-premier ministre hongrois maintenant, parce que, ajoute Rubio, votre réussite est la nôtre. Il y a donc vraiment un lien idéologique extrêmement fort entre ce qu'a fait Orban en Hongrie pendant 16 ans et le projet des Américains MAGA derrière Trump aujourd'hui. Et concrètement, revenons à Budapest, comment cette idéologie illibérale du Fidesz s'est-elle développée ? Comme on l'a dit, pendant 16 ans, Budapest est devenue une base idéologique très puissante pour ce projet illibéral. Le gouvernement a eu le temps de financer beaucoup de centres de réflexion, beaucoup de centres d'influence très conservateurs, voire d'extrême droite. On peut lister les plus importants. En gros, il y a une université, 2 think tanks et un cycle de conférences. Commençons avec l'université. Oui, c'est le Matthias Cornelius Collegium, MCC, un établissement d'enseignement supérieur gratuit qui a été fondé en 1996. À partir des années 2010, le MCC est devenu extrêmement pro-Orban. Il fonctionne à la fois comme une université et un think tank. Il engage des programmes d'échange entre étudiants du monde entier. Tenez-vous bien, il a reçu du gouvernement hongrois en 2021 une subvention de 1,7 milliard d'euros. Une somme énorme donc. Oui, alors juste un petit aparté, pour beaucoup des informations que je vais vous donner, je suis redevable à un article qui est paru dans l'Express ces derniers jours, signé de Charlotte Lalanne et Sébastien Schnegans et qui est extrêmement instructif. Bref, avec cet argent, le MCC a pu ouvrir des antennes absolument partout, dont une à Bruxelles en 2022. Le bureau bruxellois de Transparency International, qui est donc cette ONG qui essaye de faire la lumière sur tout un tas de choses, a constaté une intensification des activités de cette antenne bruxelloise du MCC, lui a demandé son budget, le MCC a répondu 6,3 millions d'euros par an. Là aussi, c'est pas mal pour une petite antenne universitaire à Bruxelles. Et cette somme fait de cette antenne du Matthias Corvinus Collegium le deuxième plus gros think tank de Bruxelles, derrière la Fondation Bruegel. Dingue. Vous avez ensuite parlé, Laurence, de 2 think tanks ? Oui, alors 2 think tanks à Budapest, l'Institut hongrois des affaires internationales et le Danube Institute. Des think tanks qui diffusent des idées illibérales. Alors, le point qu'il faut faire sur ces 2 centres de recherche, c'est qu'ils ont tous les 2 une présence américaine. L'Institut hongrois des affaires internationales est dirigé par un Américain MAGA qui s'est installé en Hongrie en 2021, Gladon Papin. On le voit souvent dans les médias. Et puis, au Danube Institute, c'est Rod Dreher, lui aussi un idéologue d'extrême droite, un ami de J.D. Vance. Il est en l'occurrence très religieux, il était protestant, il s'est converti au catholicisme, mais ça suffisait pas, donc il s'est converti maintenant à l'orthodoxie. Il est, dans le cadre du Danube Institute, directeur du Network Project, un projet qui cherche à faciliter les rencontres entre penseurs et politiciens conservateurs à travers toute l'Europe et aussi avec les États-Unis. Et enfin, Laurence, sur ce sujet, il reste les conférences. Oui, on a souvent parlé dans ce podcast des CPAC, les Conservative Political Action Conference. C'est un cycle de conférences conservatrices qui ont lieu tous les ans aux États-Unis. Eh bien, elles connaissent une déclinaison en Hongrie avec des CPAC qui ont lieu tous les ans depuis 2022. Candace Owens, Tucker Carlson y ont participé et même le président Trump par vidéo. Donc on voit bien, Laurence, qu'il y a une base idéologique certaine entre le Fidesz d'Orban et les MAGA de Trump, et une présence américaine directe, avec la présence sur place de ces personnes qu'on vient de citer. Avec la défaite cinglante d'Orban dimanche dernier, on peut se demander quel est l'avenir des relations hongro-américaines. Des relations idéologiques notamment. C'est vrai, avec l'arrivée de Péter Magyar, qu'on ne connaît pas encore très très bien, pour être parfaitement honnête. Mais il y a quand même une possibilité que toutes les entités dont on vient de parler reçoivent moins d'argent public en Hongrie. Mais c'est là, justement, que les États-Unis de Trump pourraient prendre le relais, puisque l'administration a annoncé récemment son intention de financer les organisations, les associations, les think tanks européens alignés sur le projet MAGA. Je peux vous en parler à titre personnel. L'IFRI, qui est estampillé
think tank d'obédience plutôt libérale ou plutôt neutre politiquement, ne reçoit plus d'argent de l'ambassade des États-Unis depuis le retour de Trump au pouvoir. Certaines sources affirment en revanche, là je cite encore l'Express, que les États-Unis seraient prêts à débloquer jusqu'à 10 millions de dollars en 2026 pour financer ces think tanks illibéraux en Europe. Donc si on vous comprend bien, Laurence, la Hongrie n'est pas le seul relais des MAGA en Europe. Oui, la Hongrie, c'était très pratique parce qu'il y avait ce gouvernement au pouvoir pendant si longtemps, mais les relais du mouvement MAGA existent aussi ailleurs en Europe. Il y a notamment, c'est le premier exemple que je vais donner, ce cycle de conférences nationales conservatrices qui sont encore plus à droite que le CIPAC qu'on a cité tout à l'heure. Eh bien, ces conférences ont aussi des déclinaisons en Europe, mais pas à Budapest cette fois-ci. On les a vues plutôt à Londres, à Bruxelles et à Rome. Vous avez parlé, Laurence, d'un premier exemple, vous en avez un deuxième ? Oui, lors de la campagne pour les élections européennes de 2019, Steve Bannon, donc ce conseiller populiste d'extrême droite de Trump, surtout pendant le premier mandat, avait voulu faire campagne dans tous les pays de l'Union européenne. Mais ça n'a pas marché parce que tous nos pays ont des lois qui entravent le financement des campagnes politiques par des agents étrangers. Et donc, Steve Bannon n'avait pas pu mener à bien ce projet. Par la suite, il avait quand même voulu organiser une académie pour l'Occident judéo-chrétien. Ça aurait été une sorte de think tank qu'il voulait baser dans un monastère situé au sud de Rome, en l'occurrence la chartreuse de Trisulti, pour ceux qui connaissent. Mais les cours de justice italiennes ont fini par l'interdire dès 2021. Donc ce projet d'expansion mené par Bannon a vraiment fait long feu. Et justement, Laurence, vous en parliez tout à l'heure, il y a un élément religieux incontestable dans cette mouvance illibérale, que ce soit aux États-Unis ou en Hongrie. Mais le problème, c'est qu'on a vu cette semaine que Trump et le pape n'étaient pas du tout d'accord. Oui, le pape s'est exprimé de manière assez nette contre Trump. Ça s'est vu notamment après la sortie du président américain sur le fait qu'il allait éradiquer la civilisation iranienne. C'était, je crois, le week-end dernier. Donc ça, le pape a dit que c'était pas possible. Il y avait eu aussi les appels du secrétaire à la défense américain, Pete Hegseth, à prier pour les soldats américains dans la guerre en Iran. Ce qu'il faut voir, c'est que les catholiques illibéraux comme Vance ou un certain nombre d'autres personnes autour de Trump, ceux qu'on appelle les catholiques intégralistes aux États-Unis, nous on dirait plutôt intégristes, ça veut dire la même chose, c'est une mouvance qui est assez importante d'un point de vue idéologique dans le courant MAGA aux États-Unis, mais en réalité, elle est assez peu présente en Europe et notamment, ces catholiques illibéraux ne sont pas représentés au Vatican. C'est quand même un problème pour eux. On a aussi vu ce même cette semaine avec Trump représenté en Christ, qu'il a fini par supprimer de ses réseaux sociaux. Est-ce qu'il va pas trop loin ? On peut craindre qu'il soit allé trop loin. Beaucoup de catholiques aux États-Unis l'ont blâmé pour ce même, qui était sacrilège à leurs yeux. Alors évidemment, les démocrates, mais aussi sa propre base religieuse, donc très très à droite, à la fois protestante et catholique. À tel point qu'on a vu cette semaine des influenceurs de la sphère MAGA réclamer l'application du 25e amendement de la Constitution américaine qui permettrait de destituer Trump. Pour raison médicale. Pour raison médicale. Et comme l'a dit Nancy Pelosi, qui est cette ancienne speaker de la Chambre, donc très démocrate, il faut faire un diagnostic psychologique de Trump à ce stade. Et effectivement, ça rentrerait possiblement dans le cadre du 25e amendement. Et pour conclure, Laurence, on va essayer de faire un peu de prospective ensemble. Est-ce que la défaite d'Orban de dimanche dernier annonce une diminution de l'influence du Trumpisme en Europe ? Il y a eu incontestablement un élan néo-réactionnaire, illibéral en Europe toutes ces dernières années. Il subit ces derniers temps quelques échecs. Alors, est-ce que c'est en lien avec le Trumpisme ou pas ? Je ne sais pas, mais on a vu donc la défaite d'Orban, il y a vu la défaite du Premier ministre polonais il y a quelques années. Giorgia Meloni elle-même a perdu un référendum fin mars. Je ne sais pas si on peut conclure à la fin de ce mouvement en Europe. Il va falloir attendre les élections présidentielles françaises l'année prochaine. Je vous rappelle qu'il y a quand même un risque non négligeable d'un succès de l'extrême droite chez nous. Pour finir sur une note plus positive, Thomas, ce que je voudrais saluer, c'est la manière dont Orban, apparemment, va quitter le pouvoir. Dès dimanche soir, il a concédé à son adversaire. Il devrait donc partir de manière très respectueuse des règles. Le Premier ministre polonais en avait fait autant quand il est parti il y a quelque temps. C'est quand même un très bon exemple pour Donald Trump qui n'a pas su partir de manière aussi correcte en 2020. Et donc, il n'y a plus qu'à espérer qu'il ait retenu les exemples de ses amis européens comme Orban pour partir en 2028. Merci Laurence, et à la semaine prochaine.
Merci Thomas, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.